Le fonds de dotation Aliénor, c'est la fondation du CHU de Poitiers. Il a un seul objet, soutenir la recherche et l'innovation au CHU. Pour cela, il fait appel à la générosité du public et des entreprises. Le CHU de Poitiers a 3 missions, les soins, l'enseignement et la recherche. Alors on va faire simple. Les soins, comme dans tous les hôpitaux, ils sont financés par la sécurité sociale. La formation, elle est dispensée par l'université, par des écoles, des instituts, pour les professionnels paramédicaux. Et la recherche, elle est financée par des crédits limités. Par exemple, au CHU de Poitiers, ça représente 2% du budget. C'est pourquoi, pour apporter une contribution supplémentaire, le fonds Aliénor a été créé. Soutenir la recherche au CHU de Poitiers, c'est faire la promotion de l'excellence médicale sur son territoire, dans des domaines hautement spécialisés que sont la cardiologie, la cancérologie, les neurosciences et les maladies chroniques. La générosité du public et des entreprises est un atout précieux dans la conduite des travaux scientifiques du CHU de Poitiers. Elle est un encouragement pour tous nos médecins et nos chercheurs soucieux de trouver des réponses thérapeutiques. C'est l'espoir pour nos patients, pour vous, pour nous, d'être guéris demain. Et puis donner, ça rend heureux. Ah, ça c'est vrai Stéphane. Mais sachez surtout qu'il ne faut pas forcément porter un nœud papillon pour faire un don. Soyez généreux. Merci. Un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique qui est naturelle, mais le plus souvent à la suite d'une modification industrielle et qui va perturber le fonctionnement de nos hormones. Chez l'homme, les effets qui ont été étudiés portent aussi sur des modifications de la reproduction avec des troubles de la fertilité, mais aussi des cancers. Mais il y a aussi des maladies métaboliques comme l'obésité ou le diabète. Donc on va rechercher dans différents liquides biologiques comme le sang, les urines, mais aussi le lait maternel, la présence de ces perturbateurs endocriniens. Notre groupe a besoin de disposer d'un équipement analytique qui s'appelle LC-MS-MS, qui va permettre de doser à l'état de trace, de détecter, voire de quantifier ces perturbateurs endocriniens. Et donc, on a besoin d'acquérir cet équipement qui va nous permettre vraiment d'être très compétitifs par rapport aux autres équipes qui travaillent sur le sujet, parce qu'on va pouvoir descendre vraiment en sensibilité. Donc c'est un équipement qui a une valeur de 300 000 €, un équipement très performant de façon à pouvoir produire des résultats qui sont les plus précis en termes de détection, voire de quantification. La dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA, c'est une maladie dégénérative de la rétine qui touche les patients âgés, en général âgés de plus de 50 ans, et qui entraîne une dégénérescence progressive des photorécepteurs. Elle touche le centre de la rétine, une zone qu'on appelle la macula, qui nous permet d'avoir une vision fine des choses et la vision des couleurs. Donc le projet de recherche est de développer un modèle cellulaire, donc in vitro, de DMLA issu de patients souffrant de DMLA. Ayant obtenu des cellules de la rétine à partir de patients qui souffrent de DMLA ou de sujets qui n'en souffrent pas, après on va comparer ces types cellulaires entre eux pour essayer de comprendre déjà comment se développe la DMLA chez les malades par rapport aux sujets qui n'ont pas de DMLA, et éventuellement tester des molécules et peut-être à terme, à un peu plus long terme, développer des projets de recherche thérapeutiques en thérapie cellulaire. Alors il est important que les gens m'aident parce que ces manipulations coûtent de l'argent. Pour passer d'une cellule du sang à une cellule pluripotente induite, puis à une cellule de la rétine, ce sont des manipulations qui prennent 6 à 7 mois. Donc ça déjà c'est un coût important, c'est environ 30 000 € par an pour ces manips-là. Et évidemment derrière tout ça il y a du personnel de recherche clinique au CHU, mais également du personnel de recherche au sein du laboratoire, comme par exemple les doctorantes ou les ingénieurs de recherche. On voit une femme qui vient vous voir, un méningiome, et je fais le constat qu'il y a plusieurs petits méningiomes. Et là, la question qui nous vient tout de suite à la tête, c'est de dire « Madame, est-ce que vous ne prenez pas un traitement œstro, progestatif, de façon très globale ?» On avait cette réponse « Ben oui, je prends un traitement par androcure ». C'est ainsi qu'on a fait petit à petit la relation entre androcure et méningiome, et en particulier méningiome
multiples en disant tiens, il y a peut-être un lien. Chaque fois qu'une femme a un méningiome et prend un traitement œstroprogestatif, la recommandation qu'on lui fait, c'est madame, arrêtez votre traitement œstroprogestatif parce qu'il pourrait favoriser éventuellement la croissance d'autres méningiomes ultérieurement. Et en arrêtant l'androcure, on voyait le méningiome responsable des symptômes pour lesquels elle avait consulté se réduisait de volume. Hein, on avait une réduction de volume. Alors, on n'a jamais obtenu une disparition totale du méningiome, mais disons une réduction de volume suffisante pour ne plus avoir à l'opérer. On va tout de même chercher à comprendre pourquoi cette molécule est à l'origine de méningiomes multiples. C'est-à-dire, elle ne va pas créer le méningiome, ça ne suffit pas, mais elle va favoriser la croissance de méningiomes. Et pourquoi aussi, à l'arrêt de cette molécule, on voit une fonte du méningiome, ce qui n'est pas en soi très logique, quoi. Médicalement parlant, pour nous, c'est pas très logique. Donc ça veut dire qu'il y a un mécanisme là-dedans insoupçonné de l'androcure, de ce fameux médicament, qu'il faut chercher à comprendre. Donc la Maison de la Santé Publique, en fait, c'est un projet qui est né du constat de l'augmentation des maladies chroniques. On estime à peu près entre 10 et 15 millions de patients en France qui sont atteints de cette maladie, et que l'importance de la prévention, même si elle est répétée dans les différents plans gouvernementaux, en fait ne se traduit jamais vraiment en projet concret. Donc l'idée du projet, c'est de créer un espace qui ressemble au quotidien des patients, donc avec des vraies pièces, une cuisine, un salon, une salle à manger, une salle de bain, une chambre d'enfants, une chambre des parents, pour pouvoir faire passer et travailler avec les personnes les représentations qu'ils ont par rapport à leur vie quotidienne, et puis faire en sorte que les messages qu'on veut arriver à leur transmettre puissent être mieux intégrés. Et on va aussi leur faire expérimenter à travers des ateliers dans la cuisine. On va pouvoir leur proposer des ateliers de cuisine où ils vont fabriquer eux-mêmes et donc repérer les erreurs éventuellement qu'ils peuvent commettre aujourd'hui par rapport à leur alimentation ou à leur production de repas. Donc l'enjeu, c'est de nous aider pour mettre en place et voir un projet unique en France et qui va permettre aussi de transformer l'hôpital, qui va être non seulement une plateforme technologique de soins, mais aussi être un lieu de santé où on va pouvoir parler avec les patients de leur quotidien et de la façon dont ils vivent. Donc c'est vraiment un enjeu majeur et une occasion unique de nous aider pour voir naître ce projet de maison de santé publique. Un stent coronaire, c'est un petit ressort métallique, c'est un maillage métallique qu'on vient mettre à l'intérieur de l'artère coronaire. Ce sont les artères qui alimentent le cœur. Et on vient le mettre en place quand les artères sont occluses ou quand elles sont rétrécies. Vous venez avec votre artère occluse. Si on arrive à la désobstruer, ce qui est maintenant dans les équipes entraînées avec les opérateurs qui ne font que ça, c'est 80-85% de succès. Il n'y a pas de suivi spécifique qui est prévu. Or, sur les cas que l'on est amené à contrôler, on s'aperçoit qu'il y a un intérêt très fort à refaire des coronarographies et surtout, dans notre cas, on apporte de l'imagerie de cohérence optique qui est une imagerie extrêmement précise avec une résolution axiale de 10 microns pour savoir maille après maille, est-ce que ces stents sont bien apposés à la paroi de l'artère, est-ce qu'ils sont bien déployés, est-ce qu'en regard de chaque maille, l'artère a bien cicatrisé. Quand on désobstrue l'artère coronaire d'un patient de 50 ans, on veut qu'elle reste ouverte le reste de sa vie. Donc quand on travaille sur une si longue durée, la seule façon d'avancer, c'est cette technique d'imagerie en cohérence optique. Elle coûte très cher, la console qui nous sert à l'acquisition des images vaut plus de 100 000 € et chaque fibre que l'on utilise pour les patients vaut 850 €. C'est important que les gens nous aident parce que c'est une maladie qui concerne tout le monde. Tout le monde a des artères coronaires qui vieillissent, c'est inévitable. J'ai des coronaires qui vieillissent au même titre que les cheveux blanchissent et que la peau se ride. Et ben les artères, elles s'encrassent, c'est leur mode de vieillissement. Tout le monde est concerné par les maladies cardiovasculaires. Je ne souhaite à personne d'avoir affaire à notre service et d'avoir besoin de nos soins. Mais on sait que tout le monde connaît dans son entourage quelqu'un qui a fait ou qui fera un jour un infarctus et qu'on espère pouvoir faire bénéficier des progrès de la science que l'on est en train de faire ensemble en ce moment.